Retour à Passage à vide sur Radio Libertaire 89.4 avec Aymeric Patricot qui a écrit donc Les Vies enchantées aux éditions Plein Jour. Vous venez d'entendre un petit morceau de Meredith Monk. Alors Aymeric, donc dans la première partie de l'émission, nous avons parlé des Vies enchantées et maintenant, avant la fin, j'aimerais que nous parlions un peu des Petits Blancs. Votre précédent livre qui est paru en 2013 chez le même éditeur. Et c'est un livre qui, vous m'avez dit, a, entre guillemets, bien marché. C'est-à-dire qu'il a été lu et il a beaucoup intéressé la presse. Alors, vous pourriez nous dire un peu pourquoi ? Qu'est-ce qui a été perçu dans ce livre ? Alors, beaucoup lu, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a eu un écho. Même si certains journaux, de manière un peu grotesque, je trouve, ont refusé délibérément d'en parler parce que pour eux, le sujet... Enfin, eux-mêmes le disaient que le sujet était trop sensible pour eux. En fait, c'est un sujet, je pense, qui est un peu tabou, qui parle de ce qu'on pourrait appeler la misère blanche. C'est un sujet qui est très étudié aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais qui en France suscite un peu la crispation. C'est le fait que dans la société, contrairement à ce que le PS notamment a voulu dire depuis les années 80, les pauvres ne se situent pas uniquement parmi les minorités ethniques. Il y a aussi une pauvreté, d'ailleurs qui grandit, et un ressentiment chez des gens qui ne font pas partie des minorités ethniques. Alors, j'utilise le mot blanc parce qu'il faut bien utiliser ce mot-là, il faut bien utiliser un mot, je veux dire. Mais justement, en parlant des petits blancs, vous faites un peu une communauté ethnique. Alors, certains disent effectivement, il ne faut pas parler des couleurs de peau parce que ça enferme les gens. Mais je n'enferme pas qui que ce soit dans la communauté des petits blancs. J'aimerais juste donner le droit aux gens de se considérer comme petits blancs s'ils veulent. Et puis d'autre part, le livre inclut une critique des médias qui parfois enferment les gens dans cette catégorie-là, malgré eux. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est qu'on dit que les petits blancs n'existent pas, mais il y a un discours politique et médiatique sur eux. Les anecdotes sont innombrables. Je pense par exemple à la fameuse expression de Hollande, les sans-dents. Je pense qu'il ne se rend pas compte des ravages qu'il a fait avec cette expression, qu'il l'ait prononcée d'ailleurs ou pas. Parce qu'on s'en moque qu'il ait prononcé ou pas. Le simple fait qu'elle existe et que quelqu'un ait pu dire ça montre le mépris d'une certaine classe politique pour une population qui est blanche. Parce que le fait de ne pas avoir de dents, c'est un cliché sur les blancs. Le cliché sur les noirs, par exemple, c'est l'inverse. On représente souvent les noirs comme ayant des dents superbes. Donc c'est une expression très racialiste. Je ne dirais pas qu'elle est raciste, en tout cas très racialiste. Donc certains disent qu'il ne faut pas enfermer les blancs dans une communauté, mais c'est les mêmes qui disent ça, qui par ailleurs les enferment quand même. Donc en tout cas, je voulais parler de tout ça. Je voulais parler du fait qu'il y avait ça existait sans doute pas il y a 30 ans, mais aujourd'hui, il y a des gens qui se considèrent comme à la fois pauvres et blancs. Vous dites les petits blancs et pas la classe moyenne, par exemple. C'est pas la classe moyenne, les petits blancs. Non, les petits blancs, c'est pour moi les plus pauvres. Les gens qui sont au chômage ou qui regardent le SMIC. Les plus pauvres de la classe moyenne, d'accord. Mais il y a un peu tout. Il y a aussi bien des paysans que des paysans paupérisés, des anciens ouvriers, des gens qui sont... Mais c'est une définition très ouverte. Moi, je définis le petit blanc comme quelqu'un qui est pauvre, alors les définitions sont variables, et qui prend conscience de sa couleur de peau dans un contexte de métissage. Moi, c'est un livre que j'ai écrit après notamment mon expérience de prof en banlieue parisienne. C'est-à-dire quand j'ai découvert par exemple que j'étais blanc à partir de 30 ans, quand je suis devenu prof. Avant, je ne m'étais jamais posé la question de la couleur de peau. Mais quand vous êtes le seul blanc devant une classe où il y a 95% d'étudiants d'origine extra-européenne, vous prenez conscience qu'il y a une question de la peau. Alors, je n'ai pas du tout écrit ce livre pour défendre les petits blancs en disant qu'ils sont victimes, juste pour décrire une situation. En disant, mais oui, il y a des gens qui ont pris conscience de leur couleur de peau. Par exemple, dans mes classes, il y avait toujours 2 ou 3 blancs. Bon, forcément, ils avaient conscience d'être blancs, puisque tous les autres les appelaient petits blancs, justement, ou blancos, ou comme dirait Manuel Valls. Donc, ça m'amuse toujours qu'il y en ait qui me disent arrêtez d'enfermer les gens dans une communauté. C'est pas le propos du livre. Je constate que certains, malgré eux, se retrouvent blancs. Et encore une fois, c'est pas pour plaindre forcément ces gens, c'est pour dire qu'il y a une question de la couleur de peau blanche, voilà. Et puis qui se pose notamment chez les pauvres. Pourquoi ? Parce que, et je pense que c'est pour ça qu'ils se sentent mal, c'est qu'à droite, de toute façon, ils s'intéressent globalement peu à la pauvreté, donc il n'y a pas de discours spécifique de la droite sur... voilà. Sauf Sarkozy, qui est un curieux élan, il commence à parler des couches très populaires à la première élection. Et puis, la gauche s'est désintéressée des petits blancs, parce que justement, ils sont trop blancs. Pour le PS, depuis les années 80, classe populaire égale banlieue, en gros, égale banlieue métissée. Ils ont oublié, entre guillemets, qu'il n'y avait pas que les minorités ethniques qui étaient parfois en difficulté. Et je pense que ce n'est pas par hasard que Hollande fait 12% maintenant. C'est que dans son logiciel politique, les petits blancs n'existent même pas.
Ça n'existe pas, c'est des gens qui ne méritent pas d'attention. Et ils s'attirent une haine épouvantable. J'ai reçu quand même des dizaines de mails de gens qui me disaient « mais j'ai été bouleversé par votre livre, ce que vous décrivez, c'est ma vie ». Et mes parents qui votaient PS ou même extrême gauche dans les années 80, aujourd'hui, moi, je me sens méprisé par ces partis-là et je ne voterai plus jamais à gauche. Et je pense que la gauche française est complètement à côté de la plaque sur un certain nombre de questions, et notamment sur celle-là. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent méprisés et qui vous a frappé pendant... Parce que c'est aussi un livre qui est bâti sur des enquêtes, sur des entretiens. Oui. Alors c'est un peu comme finalement Les Vies enchantées, c'est un mélange de théorie et de portraits de gens. Pourquoi ils se sentent méprisés ? Parce qu'ils n'existent pas dans les discours. S'ils ont le malheur de dire « moi je suis un petit blanc en banlieue, je souffre », on va tout de suite leur rétorquer « vous êtes un fasciste ». Mais leur perception, eux, de ne pas exister, c'est à la fois parce que sur le plan économique c'est très dur et parfois ils se comparent aux émigrés, parce que les émigrés ont des aides sociales que parfois eux non plus parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères. Et puis aussi parce qu'ils ne se sentent pas du tout à la hauteur de... ils n'ont pas la capacité de consommer qu'on attend dans cette société-là. Donc, où ils ne se sentent pas assez bien habillés, où ils se sentent culturellement inférieurs. Il y a évidemment inférieurs. aussi une humiliation sociale. Il y a une humiliation qui est très présente. Et le fait que certaines populations aient intériorisé la contrainte, comme on dit, ils se dévalorisent eux-mêmes, ils considèrent qu'ils ne sont pas capables d'évoluer, ou ils se sentent pris au piège. Et tout ça, c'est des sentiments qui existent. Oui, ils ne se sentent pas du tout. Et or, le problème, c'est quoi là ? Il n'y a aucun discours là-dessus. Alors, je cite en exergue du livre un discours d'Obama, je crois que c'était en 2008, un discours qui est d'ailleurs sorti en livre en France, qui s'appelle « De la race », où il évoque la notion de race aux États-Unis. Et je trouve qu'Obama a eu la grande intelligence de dire que, effectivement, il faut reconnaître la douleur des Afro-Américains. Ils disent qu'il y a une colère des Afro-Américains, il y a une colère aussi d'autres minorités aux États-Unis, mais il y a aussi une colère des classes moyennes blanches. Il le dit texto. Il dit, mais moi, en tant que président, j'aimerais tenir compte de toutes les colères, celles des minorités ethniques, et lui-même d'ailleurs est très bien placé pour en parler, et celles aussi des classes moyennes blanches qui sont parfois paupérisées, qui se sentent humiliées par certains aspects du système. Et en France, il y a une sorte de blocage. Quand vous dites ça à quelqu'un de gauche, il va dire, mais non, les seules victimes, alors je caricature un peu, mais quand on voit les dernières campagnes du PS, c'est quand même ça, le PS envoie le message qui est, les seules vraies victimes, c'est les Français d'origine étrangère, et il ne s'agit pas du tout de minorer les douleurs. Il y a évidemment des douleurs spécifiques liées au racisme, etc. Je suis le premier à le dire. Moi, en tant que prof, j'ai pu constater un certain nombre de choses. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier tout le monde. Et la prochaine élection, je pense, se jouera aussi là-dessus. On a parlé beaucoup des Français des campagnes. Mais c'est vrai que pendant 20 ans, ils ont disparu des discours. Ils ne sont pas présents dans la presse, dans les magazines. Oui, et alors bon, c'est en train de changer. C'est en train de changer, mais parce que il y a un moment, le PS aussi panique à voir qu'il disparaît de la plupart des régions françaises. Donc j'avais envie de traiter toutes ces questions-là. Alors évidemment, le risque, c'est de passer pour quelqu'un dangereux fasciste, parce que c'est un thème qui est marqué un peu à l'extrême droite. Or, le propos du livre n'est pas du tout celui-là, de dire que les petits blancs sont victimes des minorités ethniques, c'est pas du tout le propos. D'ailleurs, le livre n'a pas du tout été récupéré par l'extrême droite, il n'y a pas eu d'ambiguïté à ce niveau-là. C'est juste l'envie de tenir compte de certaines douleurs dont on ne parle pas. Oui, il y a beaucoup de... Et puis, il y a des portraits aussi, comme dans l'autre livre, qui sont très sensibles. Vous rendez très bien le désarroi, pas seulement le désarroi, la vitalité, la bravoure des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages très émouvants parce qu'on les sent perdus, sans pouvoir. Donc, il y a aussi, effectivement, de la violence qui est liée aux zones urbaines, à l'architecture invivable telle qu'elles sont, où les gens où il y a une uniformisation de tout en fait, et on sent que, je ne sais plus, mais il y a des filles qui subissent la violence masculine, ou on sent qu'il y a une violence qui est omniprésente en fait, aussi bien dans les représentations nationales que ce qu'ils vivent au quotidien. Ils sont un peu ils sont écrasés par la violence. Alors, encore une fois, le portrait est pas uniquement, le livre n'est pas uniquement une défense des petits blancs en disant c'est des victimes. Il y a tous les cas possibles. Il y a aussi des petits blancs qui vivent très bien le métissage, qui sont contents d'être blancs en banlieue, qui vivent des couples mixtes, etc. Et puis il y en a d'autres au contraire qui sont dans la rancœur et l'écœurement et la colère. Et le racisme, il y a des portraits de racistes. Il y a tout le panel. Donc c'est pas uniquement... c'est plutôt une description de la situation, comme dirait Sartre, du petit blanc. Qu'est-ce qu'être blanc et pauvre aujourd'hui ? Donc j'essaie de peser le pour et le contre, de montrer tous les aspects de la question. Alors, on avait dit qu'on en lirait peut-être un passage. Qu'est-ce que vous préférez lire sur le paysan ou bien... Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que comme dans Les Vies enchantées, vous vous mettez souvent vous-même en situation
pour ne pas avoir, comme vous dites, une situation de surplomb. Et donc, vous racontez pourquoi vous avez écrit ce livre. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler davantage de ces petits blancs ? Moi, je viens d'une famille de la petite bourgeoisie de province. Et c'est en venant à Paris que j'ai découvert toute la profondeur de certaines questions sociales et ethniques. Et je me suis rendu compte à cette occasion que peut-être dans l'éducation que j'ai eue, qui est une éducation un peu bourgeoise, où l'éloge du travail, l'éloge du sérieux, du mérite, etc., il y avait sans doute, de manière inconsciente, l'angoisse de déchoir. Parce que c'est une famille de petite bourgeoisie, mais qui était très modeste il y a quelques générations. Donc je pense que cet éloge du travail et du sérieux correspond en fait à la peur de tomber dans la misère. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que je me sens une sorte de proximité avec je sais pas comment dire, des gens très modestes socialement, parce que on aurait pu aussi tomber là-dedans. Et puis parce que globalement, on est une génération qui vit un peu moins bien que les parents. On n'a pas fait forcément les mêmes études, on a eu des parcours parfois plus difficiles. Donc il y a ce que j'appelle le spectre de la misère. Ce que les classes bourgeoises peuvent éprouver aussi. Donc voilà, j'ai écrit aussi ce livre parce que, et puis j'ai connu des gens qui venaient de milieux très modestes ou qui avaient eu des parcours très difficiles. Bon, c'est aussi un intérêt pour l'humain, on va dire. Voilà. Mais c'est intéressant cette position de l'écrivain qui ne se présente pas en juge. Ah oui, voilà, il ne s'agit pas du tout. Effectivement, il ne s'agit ni de juger ni de faire l'éloge, c'est juste essayer de comprendre. Essayer de comprendre. Ouais. D'ailleurs, c'est amusant parce que même dans les portraits, il y a quelques personnes, il y a notamment une femme qui est très raciste dans ce livre, il y a des gens qui auraient pu trouver insupportable ce genre de portrait, des Français d'origine étrangère qui auraient pu le trouver insupportable et qui ont, en lisant ces pages-là, même éprouvé une forme d'empathie pour cette fille-là. C'est-à-dire que le rendu se veut humain plus que politique. Alors, juste lire peut-être le temps, l'émission va bientôt s'arrêter, juste lire un passage. Donc ça, c'est un paysan de Haute-Normandie qui se sent mal à la fois quand il va dans la grande ville du Havre, à la fois dans la ville basse, qui est la ville blanche un peu bourgeoise, et aussi dans la ville haute. En fait, il a un double malaise. Il se sent mal avec les bourgeois blancs parce que lui est pauvre, mais il se sent mal aussi en banlieue, non pas parce qu'il est raciste, mais parce qu'il se sent différent. Et il sent que les gens le regardent un peu comme un bouseux, comme on dit. Donc c'est pas du tout quelqu'un de raciste, c'est juste quelqu'un qui se rend compte qu'il est blanc et pauvre. Alors, un paragraphe qui commence de cette manière. « Je n'ai pas honte de moi-même au travail ou dans ma campagne, mais en ville, oui. Je me demande toujours ce qu'on pense de moi. Chez le banquier, ça va. Chez le coiffeur aussi. Dans les bistrots, pas de problème. Ça me prend dans les rues piétonnes où il n'y a jamais grand monde et où je me sens scruté. Je me dis que ma démarche est remarquée, qu'un petit quelque chose révèle que je ne suis pas de la ville. Je me répète que chacun a sa particularité, mais je continue de guetter les sourires. Le pire, c'est dans la ville haute, celle des HLM. Je n'y suis jamais allé que 2 ou 3 fois, mais ça m'a suffi pour me dire que ça n'était pas mon monde. Ce qui est bizarre, c'est qu'au fond, je ne suis pas plus riche qu'eux. Mais ils doivent m'associer à la ville basse, celle du plein emploi, et des gens qui s'en sortent. Ou quelque chose du genre. Je ne sais rien d'eux, sinon que ces gens-là étaient ouvriers quand il y avait du travail. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer qui que ce soit là-bas, mais je m'y sens oppressé. La pauvreté doit y tendre les rapports, et la méfiance, la colère doivent compliquer les choses. Donc ça, c'est un passage de quelqu'un qui n'a pas du tout de rancœur vis-à-vis des banlieues, c'est juste qu'il se sent appartenir à un monde différent. Voilà. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est justement ces histoires de regards croisés. Je parle à la fois des regards sur les petits blancs et les regards que les petits blancs ont des autres. Oui, il est très, très éloquent, ce passage. Oui. Et alors, encore une fois, l'expression petit blanc, c'est pas du tout pour enfermer. Certains des petits blancs ne se sentent pas petits blancs, ou certains revendiquent l'expression, d'autres non, d'autres la refusent. Bon, tout est possible. L'objet, c'était vraiment juste dire, voilà, il y a une réalité, soyons capables d'en parler, ou ne méprisons pas ceux qui en parlent. Eh bien, merci d'être venu nous parler à Passage à vide de ces 2 livres. Je rappelle leur titre, Les Vies enchantées, enquête sur le bonheur, paru en 2016 aux éditions Plein Jour, et Les Petits Blancs, paru en 2013 aussi aux éditions Plein Jour, et puis en édition de poche chez Point Seuil. Vous pourrez réécouter cette émission pendant 1 mois sur le site de Radio Libertaire. Et j'avais envie de finir en fait avec un des personnages des Vies enchantées qui s'appelle Sabine et qui parle très bien du bonheur qu'elle trouve
à être la nuit avec les autres. Et comme on n'a pas beaucoup parlé aussi des affects, parce qu'il y a beaucoup d'affects dans vos deux livres en fait. Ouais. Ce sont des livres riches de ce point de vue. Alors j'avais envie qu'on finisse là-dessus. Voilà, c'est Sabine, là, jusque-là. Alors donc Sabine, c'est celle que j'ai appelée l'oiseau de nuit. Elle vit la nuit, mais elle travaille dans le monde de la musique et son seul vrai bonheur, c'est de voir des gens la nuit. Je veux de la musique, de la bonne humeur, de l'alcool sans alcoolisme et de la marijuana sans addiction. Car il ne s'agit pas de perdre la tête. Je veux jouir de chaque heure. Les gens sont riches, les personnalités variées. Je trouve la nuit réussie lorsque les heures se succèdent et que j'en perds le compte, lorsque je danse et que je bavarde jusqu'au vertige. Dans ces moments, les gens touchent du doigt leur personnalité flamboyante, mais ils se fondent en même temps dans une sorte de flux. Il y a vraiment ce passage où les amis lâchent prise, trouvent leur style, disent ce qui leur passe par la tête. Comme par miracle, ces énergies convergent. Elles pourraient s'opposer, mais je crois beaucoup au pouvoir de la joie. Quand une harmonie se dessine, nous révélons le plus généreux de nous-mêmes. La force n'est plus incompatible avec l'entente, ni même la